Donc on va attaquer le dossier numéro 4. Donc, un jeune homme de 17 ans, donc 17 ans toujours autorisation parentale d'opérer, s'est fait agresser à la sortie du lycée. Donc là, agression, certificat médical initial descriptif, ITT, etc. Il a reçu un coup de poing au niveau du visage. Il vous consulte aux urgences car il est très douloureux au niveau pério-orbitaire droit. Donc là, qu'est-ce qu'on craint? On craint une fracture du plancher de l'orbite ou une fracture du malaire. Quel est votre interrogatoire? Donc l'interrogatoire, c'est toujours pareil en traumatologie faciale, vous pouvez le ressortir systématiquement. C'est d'abord les modalités du traumatisme. Donc la date et l'heure du traumatisme, les circonstances de survenue. Donc là c'est une agression, mais ça pourrait être une morsure, ça pourrait être un accident sur la voie publique, ça pourrait être un accident du travail. Attention, c'est un accident du travail, il y aura une sociothérapie à faire. Le point d'impact, est-ce qu'il est latéraux ou centrofacial? La direction et l'intensité du choc. Vous devez demander au niveau de l'interrogatoire l'existence de signes fonctionnels. Donc, en traumatologie faciale, ça va être la sensation de craquement lors du choc ou une douleur spontanée ou provoquée au niveau de la face. Donc, vous devez demander aussi s'il y a une gêne fonctionnelle. Alors, manducatrice, c'est-à-dire au niveau mandibulaire, ça c'est très important. Est-ce qu'il y a une impression de perte de l'articulé dentaire? Donc l'articulé dentaire, si vous voulez, c'est bien l'alignement dentaire avec une bonne adéquation entre l'arcade dentaire supérieure et inférieure. Donc si le patient vous dit j'ai l'impression que mon arcade dentaire en haut elle est déviée, sur le côté, latéraux déviés, ou si il a l'impression que les molaires, elles sont là, le contact molaire est très rapproché, ou qu'au contraire il y a une béance ou quelque chose, ou qu'il y a un espace entre les dents ou autre, c'est une perte de l'articulé dentaire et ça signe probablement une fracture. Vous devez rechercher aussi une limitation d'ouverture de bouche. Il vous dit j'arrive plus à ouvrir la bouche. Est-ce qu'il sent un déplacement dentaire? Vous pouvez pas savoir comment il était avant. Hein. Donc c'est lui qui vous dit j'ai l'impression que cette dent-là, avant elle était bien droite, là elle est un peu enfoncée par exemple. Donc déplacement dentaire. Est-ce qu'il a perdu une dent? Est-ce qu'il a une mobilité dentaire? Est-ce qu'il y a une désadaptation de prothèse, une difficulté de déglutition? Tout ça c'est en rapport avec la mandibule. La mandibule et les arcades dentaires. Au niveau visuel, est-ce qu'il y a une modification de l'acuité visuelle? Est-ce qu'il a une diplopie, c'est-à-dire est-ce qu'il voit double? Au niveau respiratoire, nasal, est-ce qu'il a une sensation d'obstruction nasale, unie ou bilatérale? Est-ce que c'est partiel? Est-ce que c'est complet? Est-ce qu'il y a une perte de l'odorat? Est-ce qu'il y a une épistaxis? Et au niveau phonatoire, est-ce que sa voix a changé? Dysphonie? Vous devez demander aussi les antécédents, notamment médico-chirurgicaux, les traitements, ça c'est très important. Est-ce qu'il est sous Plavix, aspirine? Dans ces cas-là, il y a un risque de saignement. Et vous devez lui demander si est-ce qu'il y a une anomalie au plus à l'ancienne, c'est-à-dire que déjà il avait des problèmes dentaires, qu'il y avait des déplacements ou des choses comme ça, pour faire la part des choses entre ce qui est lié à l'accident et ce qu'il avait auparavant. Et très important en chirurgie, l'horaire du dernier repas pour savoir s'il est à jeun. Quel est votre examen physique? Donc déjà un examen général avec recherche de signes de gravité, donc le Glasgow, donc un examen neurologique, l'hémodynamique, avec la tension artérielle, le pouls, est-ce que les extrémités sont froides ou pas, est-ce qu'ils pissent, et la fonction respiratoire, la fréquence respi, l'auscultation cardio-pulmonaire, etc. Donc déjà vous l'inspectez. Vous l'inspectez de face, de profil, en vue plongeante inférieure et supérieure, et vous recherchez déjà des lésions du revêtement cutané au point d'impact. Est-ce qu'il a une plaie, est-ce qu'il a une échymose, est-ce qu'il a un hématome? Une échymose, pour que ce soit clair une fois pour toutes. Une échymose, c'est un bleu, c'est une macule, c'est plat. Alors qu'un hématome, c'est une collection de sang, c'est une boule, c'est l'œuf de Pigeot. D'accord? Vous devez rechercher un œdème localisé au niveau des paupières, lèvres, nez, pommettes, ou un œdème généralisé qui est lié à généralisé à la face et s'appelle le faciès lunaire. Vous devez rechercher une hémorragie, est-ce qu'elle est extériorisée par un orifice ou non, stomatophagie, épistaxis, autoragie, ou par une plaie. Vous devez rechercher une déformation, un enfoncement du relief, une asymétrie du visage. Il faut faire la part des choses entre ce qui est lié à l'œdème et ce qui est lié à une fracture potentiellement. Vous devez palper, maintenant on est à la palpation, tout le relief osseux, tout le massif facial, de manière comparative et bilatérale, complète, de haut en bas, et vous finissez par la zone traumatisée. Donc vous recherchez d'abord des signes directs de fracture, un déplacement osseux, une mobilité osseuse, une douleur exquise, ça traduit bien la fracture, la perception d'une marche d'escalier au niveau d'un rebord osseux.
Vous recherchez en palpant un emphysème sous-cutané, c'est-à-dire des bulles d'air sous-cutanées, qui signent la fracture d'une paroi d'une cavité aérienne, donc c'est sinus maxillaire, ethmoïdal ou frontal. Vous devez faire un examen endocavitaire, donc examiner les fosses nasales systématiques par une rhinoscopie, après un mouchage doux des caillots de sang pour apprécier la perméabilité des fosses nasales. Vous recherchez une plaie des muqueuses nasales, vous recherchez la déformation, le déplacement de la cloison nasale, avec parfois une extériorisation du cartilage septal fracturé. Vous recherchez un hématome de cloison, parce que ça c'est une urgence et ça doit être évacué rapidement. Vous devez rechercher une rhinorrhée, ça traduit une brèche ostéoméningée, et donc un écoulement de liquide cérébro-spinal par le nez. Vous devez lui faire ouvrir la bouche et examiner en recherchant donc, des lésions dentaires, mobilité, fractures, perte dentaire, luxation dentaire. Alors il y a des luxations, des subluxations, des luxations complètes. Les subluxations, c'est quand vous avez la dent qui est complètement mobile et qui est prête à tomber. Et luxation complète, c'est quand la dent elle est tombée quasiment. Donc là, vous avez 6 heures pour l'implanter. Si c'est une dent définitive, il faut la mettre dans du lait ou dans l'eau ou autre. Vous recherchez des lésions muqueuses. Vous recherchez des lésions osseuses par la palpation. Donc vous palpez toute la mandibule et le maxillaire par l'intérieur. Vous recherchez une modification de l'articulé dentaire, c'est fondamental, les écoulements habituels, et vous recherchez un corps étranger en endobuccal, une prothèse, une dent ou autre. Les conduits auditifs externes doivent aussi être analysés. On évacue bien les caillots, on recherche une plaie, une sténose, on regarde l'état du tympan. Vous devez faire un examen ophtalmologique, évaluer l'acuité visuelle, l'état de la pupille, est-ce qu'il a une diplopie, la fonction palpébrale, donc est-ce que les paupières sont atteintes, et la fonction lacrymale. L'examen neurologique dans un traumatisme facial, il est très important. On doit vérifier qu'il n'y a pas de traumatisme crânien associé et donc une conséquence cérébrale. Vous devez examiner aussi les voies respiratoires hautes, donc évaluer s'il y a une gêne respiratoire par une obstruction naso-rhino ou oropharyngée. Vous devez examiner la sensibilité de la face, donc par le nerf trijumeau. Il y a le 5.1, le 5.2 et le 5.3. Donc vous évaluez la sensibilité cutanée en examinant ces 3 territoires. Et très important, toujours dans la traumatologie faciale, examiner la motricité faciale, notamment le nerf 7. Donc vous recherchez une paralysie faciale. Vous faites un schéma daté signé et des photos. Et vous demandez des photos antérieures. Pour voir un petit peu ce qui est lié à l'accident, ce qu'il avait antérieurement. L'examen est normal, en dehors d'un hématome de la paupière supérieure et inférieure droite, et d'une douleur exquise à la palpation du plancher de l'orbite droit. Vous demandez d'emblée un TDM du massif facial et obtenez les résultats suivants. Voilà, on va revenir dessus. Décrivez-le. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Là, nous sommes devant... Alors, toujours les mots-clés TDM, maxillofacial ou du massif facial ou crâniofacial comme vous voulez. La coupe, là vous voyez c'est une coupe frontale, c'est une coupe appelée coronale. Donc vous devez mettre la coupe. Là il n'a pas l'air injecté, donc je crois pas, non injecté. Et vous devez maintenant regarder un petit peu ce que vous voyez. Là on voit vraiment la différence. Vous voyez là vous avez le sinus maxillaire gauche qui est normal. Puis là, vous avez le sinus maxillaire droit, il n'est pas si normal. Alors regardez là. Vous avez le plancher de l'orbite gauche qui est comme ça, là, bien continu. Et puis vous avez à droite, je le mets ici pour que vous voyez, une rupture du plancher, là. Et là, vous avez le plancher ici. Donc là, il y a une fracture vraiment importante du plancher de l'orbite qui a basculé dans le sinus maxillaire et vous voyez que le contenu orbitaire, il coule, il tombe, il fait une hernie, si vous voulez, dans le sinus maxillaire. Donc c'est de la graisse, c'est de la graisse et des muscles. Donc soit vous avez le muscle droit inférieur qui est incarcéré dans le foyer fracturaire et là vous avez une diplopie et c'est une urgence chirurgicale. Sinon c'est la graisse qui tombe dans le sinus maxillaire. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ici, vous voyez que vous avez une absence de continuité de la paroi latérale du sinus maxillaire droit. Donc, vous avez une fracture ici, peu déplacée, de la paroi latérale du sinus maxillaire droit.
Donc on revient, les mots-clés c'était coupe frontale ou coronale, la fracture du plancher de l'orbite, toujours le côté, hein, ne l'oubliez pas. Une fracture, est-ce qu'elle est déplacée, pas déplacée? Là elle est bien déplacée avec une hernie graisseuse dans le sinus maxillaire. Et vous aviez aussi une fracture latérale externe du sinus maxillaire, il fallait préciser le côté droit, peu déplacé. Est-ce que là il y a un hémosinus? Vous allez me dire, ah bah non, il n'y a pas d'hémosinus, voyez là. Il n'y a pas d'hémosinus. Si, il y a forcément un hémosinus, vous avez une fracture du sinus maxillaire et une fracture du plancher de l'orbite. Forcément, il y a du sang dans votre sinus, mais comme là, votre patient, il est allongé dans le scanner, le sang est stagne et vers le bas, et donc si vous faites une planche un peu plus si vous faites une coupe un peu plus haut située, vous ne voyez pas le sang dans ce sinus. Mais là, vous avez un hémosinus. Quelle consultation spécialisée demandez-vous en urgence et quels sont les temps de cette consultation? Donc vous demandez une consultation d'ophtalmologie dont les temps sont d'abord l'interrogatoire du patient, puis l'examen physique avec la prise de la tension oculaire, on commence toujours par ça, on mesure l'acuité visuelle, on fait un examen macroscopique, donc l'ophtalmologue qui regarde les paupières, etc. avant de s'attaquer à la lampe à fente qui permet d'examiner le segment antérieur du globe oculaire, et vous faites un fond d'œil. Voilà l'examen ophtalmologique complet. Quel test au singulier demandez-vous en urgence et quel est le spécialiste concerné? Vous devez demander un test de Lancaster qui est réalisé par un orthoptiste. Donc ça permet de voir la diplopie justement. Est-ce qu'il y a un risque que le muscle droit inférieur soit incarcéré dans le foyer fracturaire? C'est médico-légal de le faire, il faut le faire avant le traitement chirurgical. Le traitement. Donc, on hospitalise le malade, c'est une semi-urgence là. Si le patient il vous dit « ah j'ai une diplopie, enfin je vois double », vous quand vous faites l'oculomotricité, il n'arrive pas à élever l'œil vers le haut, là vous avez 6 heures pour l'opérer parce qu'il peut y avoir une ischémie musculaire, donc ça il faut le faire rapidement. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous avez le temps, vous faites tous vos examens et puis après vous l'opérez. Donc là vous l'hospitalisez, on est dans un dossier de chirurgie, on le met en condition à jeun, la veineuse périphérique, le bilan pré-op, la consultation d'anesthésie. Il a 17 ans, l'autorisation parentale d'opérer, excusez-moi j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais c'est fondamental. Il a mal des antalgiques, une antibioprophylaxie par augmentin, mais ça à la limite c'est pas coté, on s'en fout. Et le traitement chirurgical en urgence, donc c'est aborder le foyer fracturaire, désincarcérer tout le complexe musculo-graisseux. Et les mots-clés, vous n'avez pas exactement à savoir quel matériel on utilise ou autre, c'est juste toujours les mêmes. Donc on désincarcère ce qui est coincé dans la fracture du plancher de l'orbite, puis on réduit, et puis on fait une contention. Donc contention c'est le mot-clé, et par une plaque de PDS, peu importe, et on ferme. Et on doit faire, dans ce cas-là, un test de duction forcée en fin d'intervention. C'est-à-dire qu'à l'aide d'une pince qui n'est pas à griffe, vous ouvrez bien l'œil, vous attrapez la conjonctive à la partie inférieure du globe oculaire et vous soulevez l'œil dans tous les sens. Et si l'œil il est bien mobile, et ben c'est bon, ça veut dire que vous avez bien désincarcéré le muscle et c'est bon. Et quand l'œil bouge bien, quand vous faites cette mobilisation avec la pince, on dit que le test il est négatif, donc c'est bon. Si par contre le test est positif, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à bien mobiliser votre globe oculaire, ça veut dire que là on n'est pas bon, et ça veut dire qu'il reste toujours quelque chose de coincé dans le foyer fracturaire, et donc il faut y retourner. D'accord, ça c'est médico-légal, il faut le faire. Rédiger le certificat médical initial descriptif, donc c'est toujours pareil. Vous commencez par la date, normalement ça doit être fait par un médecin thésé, donc la date. Après, je sous-signais docteur certifié avoir examiné monsieur, le nom, le prénom, la date de naissance. Et toujours, c'est pas vous qui devez dire a été victime d'une agression. Non, ça, vous ne l'avez pas vu. Vous devez être objectif. Vous décrivez à fond tous les signes cliniques. Alors là, il ne faut pas hésiter dans un certificat médical initial descriptif, surtout dans un contexte comme ça d'agression. Hein, il faut tout dire. Il a une ecchymose là, il a une contusion là. Enfin, allez-y, il faut tout mettre. Par contre, vous n'avez pas le droit de dire oui, il s'est fait tabasser par une bande. Non, vous dites déclare, qui déclare avoir subi une agression, entre guillemets, un coup de poing à la face par un tiers, hein, voilà. Tout ce qui vous rapporte, vous pouvez le mettre, mais entre guillemets, vous n'avez pas le droit, vous, de le dire à sa place. Vous précisez bien la date. Et là, vous dites ce qu'il décrit. Donc, il présente un traumatisme facial comprenant une fracture du plancher de l'orbite droit déplacée et une fracture de la paroi latéro-externe du sinus maxillaire droit, que d'ailleurs on n'a pas opéré, hein. Ça va se consolider tout seul, avec un hémosinus. Le patient a nécessité une prise en charge chirurgicale, l'ITT est de 1 temps.
Bon, en général, c'est l'unité médico-judiciaire qui dit combien il y a d'ITT. Ce certificat est remis en main propre à l'intéressé pour faire valoir ce que de droit. Vous signez et votre tampon. Donc, quelques semaines après l'agression, le jeune homme fait de nombreux cauchemars. Donc, cauchemars. Il refuse de retourner au lycée. Donc, il a peur. Il croit voir son agresseur régulièrement. Quel est votre diagnostic? Très courant. Il s'agit du syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est après un traumatisme, donc il y a un intervalle libre, à la différence du stress, de l'état de stress aigu, où vous avez votre traumatisme et vous commencez à avoir des signes physiques, enfin des signes cliniques psychiatriques aux alentours de cette agression. Par contre, quand il y a un intervalle libre, par exemple c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, on est plutôt dans l'état de stress post-traumatique avec des cauchemars, une reviviscence de l'accident et un syndrome anxieux. Donc là c'est le syndrome de stress post-traumatique. Donc, en conclusion, la fracture isolée du plancher de l'orbite, ça résulte d'un choc direct sur le globe oculaire. Il y a un risque que le contenu orbitaire, il fait issue à travers le plancher de l'orbite et il peut s'incarcérer au niveau du foyer fracturaire. Donc, les conséquences ophtalmologiques possibles, c'est une énophtalmie, c'est-à-dire un enfoncement du globe oculaire en arrière, et une diplopie, qui est liée à l'incarcération du muscle droit inférieur dans le foyer fracturaire. Le scanner, il est systématique, de même que l'examen ophtalmologique et le test de Lancaster. Vous devez rechercher aussi une hypoesthésie, dans ce cas-là sous-orbitaire, par un atteinte du nerf sous-orbitaire. C'est une urgence chirurgicale, donc dans les 6 heures s'il y a une incarcération musculaire. N'oubliez pas l'autorisation parentale d'opérer. Et attention chez l'enfant à la maltraitance. Toute fracture ou autre chez l'enfant, vous devez suspecter une maltraitance. Donc ici on a abordé l'item 191 troubles névrotiques et l'item 201 traumatologie maxillofaciale.